C'était Jean-Charles, ça va à la Maison Smith. Allez prendre un bon café. Hey, Jean-Charles, on jase, là. Ouais. On jase juste pour le plaisir de jaser, là. Mais là, ça fait 17 ans qu'on en parle. On dit-tu pentathlon ou pentathlon? C'est un débat qui ne se termine pas chez nous parce que tu connais ma femme, elle est prof d'anglais, elle est vraiment attachée à la langue française, à toutes les langues, puis à toutes les fois qu'elle entend pentathlon, ça marche pas. Ça marche pas. On lui dit de se calmer un peu, mais on dit pentathlon. On dit pentathlon. Ça s'écrit pentathlon, mais on dit bel et bien pentathlon. Exactement. C'est parfait, c'est clair maintenant. Je suis sûr qu'on n'entendra plus jamais le mot pentathlon. Ouais. Hey Jean-Charles, raconte-nous ça, le pentathlon des neiges Lac-Beauport. Comment ça marchait? Le pentathlon du lac, c'est un peu issu là, de. On était avec le club Québec sportif, on faisait des. Club de vélo de montagne. On faisait déjà un petit peu des épreuves d'hiver. Et puis là, je me disais, il faudrait ouvrir ça au public. Puis où est-ce qu'on va aller pour faire ça? Le site du Lac-Beauport, c'est extraordinaire. Puis moi, dans ma pensée, c'était de faire 5 sports, puis de découvrir l'arrière-pays, de faire le tour du lac, puis d'aller sur le lac aussi. Oui, je me souviens, tu nous amenais vraiment dans l'arrière-pays. Je m'en souviens très bien. Ouais. Alors, ça fonctionnait comment? Bon, on partait d'abord la première année, en 2005. On est allé au centre communautaire du Lac-Beauport. Ensuite, on partait en vélo. On s'en allait jusqu'au Mont-Tourbillon. Là, c'était une autre zone de transition. On laissait les vélos là. Ensuite, les gars partaient à pied, s'en allaient au Sentier du Moulin, mettaient leur ski pour presque 15 km. Donc, une autre transition, là. Après le ski de fond, là, c'était un petit peu plus compliqué. Ils prenaient les raquettes, ils revenaient au Mont-Tourbillon. Mais là, ils enlevaient les raquettes dans les mains. Tu t'en allais au club nautique du Lac-Beauport, tu patinais, tu faisais 2 tours pour 5 km de patin. Ensuite, tu enlevais tes patins, tu mettais tes espadrilles, puis tu retournais au centre communautaire, tu avais complété ton pentathlon. Il y avait une petite bière qui attendait les participants, puis un chili préparé par la famille, là, Marilus. C'était ta gang, c'était vraiment dans ton sol, c'était ta gang. Fait que là, il y avait. Le matin, le monde arrivait, puis ils devaient mettre tous leurs équipements dans différents camions, puis que vous ameniez ça. Il y avait comme 3 zones de transition. Ouais. C'était compliqué un peu, là. C'était pas simple, c'est bien sûr. 3 zones de transition, c'était quand même du stock organisé. Puis si je me souviens bien, je pense que cette année-là, il y avait comme un bénévole par participant ou quelque chose de même, parce qu'il y avait combien de participants? Il y avait 64 participants. 64 participants. Juste un petit peu moins qu'il y en a maintenant, là, mais 64. Là, c'est pas pire. C'est un test. Mais c'était à l'intérieur à la base, je me souviens, c'était pas mal plus pour le club de vélo de montagne. Oui. On avait ouvert un petit peu à l'extérieur, puis là, effectivement, là, tout le monde voulait participer. Fait que déjà là, on avait un signe qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là. Ah oui, je me rappelle le feeling le soir là, avec Pierre, on dit hey, on tient quelque chose. Ouais, fait que Jean-Charles, 3e année, Lac-Beauport. Ouais. Dernière année qu'on était au Lac-Beauport, parce qu'on savait déjà en 2007 qu'on était pour déménager en 2008 sur les plaines d'Abraham. Mais 2007, c'était spécial, là. En fait, c'est l'année que tu t'es associé aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, c'est ça, tu as amené une touche de professionnalisme, je dirais, à l'événement. Gros mot. Et puis, la veille, une tempête incroyable. Il fallait aller au Mont-Tourbillon. Dans mon cas, aller porter les chaises à la zone de transition au Sentier du Moulin. Puis c'était une tempête incroyable. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va pouvoir faire le pentathlon le lendemain? Mais Jean-Charles, il faut se remettre dans le contexte. À 4 heures du matin, le matin de la même, la 20 était fermée, la 40 était fermée. Et c'était le bordel. Les routes étaient impraticables, etc. Fait qu'on n'avait aucune idée qu'on était. On s'était parlé, je me souviens, on s'est dit, on le fait-tu pareil? On s'est dit, oui, écoute, c'est supposé d'arrêter de neiger. Puis là, les transitions, vous montiez les transitions au fur et à mesure, parce qu'on n'avait rien pu faire la veille, il n'y avait rien de monté. C'est ça, parce que la difficulté des zones de transition, c'est qu'il fallait installer une chaise pour chaque participant à chaque zone de transition. Il y en avait 3, là. Encore 3. Et puis là, tu collais un numéro, c'est des feuilles 8,5 11 avec le numéro 1. Puis là, soit avec du duct tape, c'était très difficile
de coller ça. Puis les bénévoles devaient, tous les équipements qu'ils avaient mis dans les camions, bien, ils allaient les placer vis-à-vis des chaises pour que chaque participant ait son équipement. Et je ne sais pas par quel miracle, tout le monde, zéro plainte, tout le monde avait son équipement. Surtout que ce matin-là, je pense que tu avais la misère avec un camionneur un peu. Oui, ben après, j'avais un super bénévole avec qui je travaillais au marathon, puis c'est un gars de la Rive-Sud. Fait qu'on j'aide à charger le camion, il part, puis là, une demi-heure avant le départ, je reçois un téléphone sonne. « Hey, Jean-Charles, c'est où le sentier du Moulin? » Mais c'était à 1 kilomètre d'où il partait, là, à la base. Ça faisait une demi-heure qu'il était parti, puis on n'avait toujours pas d'équipement. Il s'est perdu, mais il s'est bien repris parce que, encore là, comme je l'ai dit tantôt, avec les bénévoles, ils ont réussi à placer tous les équipements, ils avaient toutes les chaises. C'était vraiment incroyable. Tout était parfait. Mais je me souviens même ce matin-là, parce que c'était parmi les premières années où on avait les équipes. Au début, c'était camp solo. Puis là, on avait les équipes cette année-là. Puis je pense qu'on a créé le premier bouchon de l'histoire à Lac-Beauport. La ville était paralysée complètement parce que déjà, la ville s'était battue puis pour être capable d'ouvrir les routes pour qu'on puisse passer. Mais là, les gens devaient partir, vous imaginez, le monde devait partir du Mont-Tourbillon pour se rendre au Sentier du Moulin pour aller porter leur coéquipier qui, lui, devait faire le ski. Mais il n'était pas capable de se rendre. C'est ça. Fait qu'il s'était bloqué partout. Donc là, tu avais des gens qui étaient pris dans les voitures, qui débarquaient, qui couraient dans les rues avec les skis à travers. C'était un peu puis aussi, chaotique. la complexité des zones de transition, c'est beau. On avait les chaises, tout ça, mais on avait un tapis Sportstats qui était là. On avait 1 ou 2 animateurs par endroit. Toi, tu étais au Mont-Tourbillon, puis tu étais à la fin aussi, puis la remise des médailles. Des anecdotes cette journée-là, je me souviens de la mère de Raphaël Gagné, qui avait gagné, c'était sa deuxième fois de fil, qui à 4 heures le matin avait réveillé tout le monde de son voisinage parce qu'elle était sûre que Raphaël serait premier après le ski de fond. Puis là, il s'est dit, il va battre la trail tout seul dans le champ. Puis elle avait réveillé une meute de monde pour aller battre la trail en raquette à 5 heures le matin. On les avait vus arriver au Mont-Tourbillon à 7 heures. Vous faites quoi? On bat la trail pour Raphaël. Puis la même journée, quand il est arrivé sur le lac Beauport, où est-ce que là, il y avait beaucoup d'eau qui s'était accumulée sur le lac. Mais les gens arrivaient sur le lac et en raquette, puis les gens, carrément, ils prenaient peur, puis ils reviraient de bord parce qu'ils pensaient que le lac était en train de couler, parce qu'il y avait de la slush jusqu'aux genoux sur le lac. C'était assez souffrant parce qu'il terminait en haut du trou numéro 10 au club de golf. C'est une pente là, qui fait au moins 30 mètres de long. Puis c'est à peu près à 25 degrés de... Puis si je me souviens bien, Raphaël avait gagné à quelque chose pas loin d'une 2h30. Donc les derniers avaient fait au-dessus de 5 heures. C'était une autre dimension de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais je me souviens, ce soir-là, on avait le souper. On avait invité tout le monde à souper au Mont-Tourbillon. Puis je pense que c'était vraiment spécial. C'est là qu'on a compris quelque chose. Là. Ah, il y avait de l'électricité dans l'air. Tous les gens là, étaient surexcités. Puis c'est sûr que, comme je le disais tantôt, quand tu fais 5 épreuves, c'était tough. C'était extrêmement dur. C'était assez dur. Fait que tous ceux qui l'ont fait, ils s'en rappellent aussi. On entend parler, l'édition 2007, là, c'était quelque chose. C'est là qu'on a compris. On disait, effectivement, il y a vraiment quelque chose avec le pentathlon. Puis là, on savait à ce moment-là que l'année suivante, là, on se retrouvait au 400e sur les plaines d'Abraham. Ça, c'était un autre défi. On va en reparler. Fait que là, Jean-Charles, on se retrouve en 2008. Je ne sais pas si tu te souviens, moi, 2008, là, la patinoire, on est 2 jours avant l'événement. Il n'y a pas de patinoire. Ça ne gèle pas. On est sur le bassin d'eau de la ville, puis il y a le débat. Ça va-tu geler? Ça ne gèle pas parce qu'on était vraiment sur le bassin d'eau. Et puis là, il arrive des personnes par centaines, ces plaines d'Abraham. On est en train de travailler, moi plutôt, on essaie de faire de la slush, puis ça marche pas. Là, on se dit, coudonc, ils ont parlé du pentathlon aux nouvelles, quelque chose. Il y a plein de monde sur le site du pentathlon. Ça arrive par centaines. On est jeudi soir ou mercredi soir, je ne me souviens pas. Et là, on parle d'annuler. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens. On était clair qu'on voulait annuler. On ne voulait pas faire de patinage. Et puis là, on voit tout le monde qui arrive. Là, à un moment donné, on regarde, puis on commence à jaser avec le monde. Puis là, le monde nous informe qu'il n'était pas là pour nous voir, nous autres. Toi, on t'a senti qu'il venait nous voir. Il était là pour venir voir l'éclipse lunaire, qu'on se souvient. Et puis, la beauté de ça, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Charles, mais l'éclipse lunaire avait fait quoi? On était passé de -2. Et dans la nuit, c'était tombé à -24. Puis le lendemain, au matin, on est arrivé, puis la glace était exceptionnellement belle. On était prête pour la fin de semaine. Après ça, Jean-Charles, il y avait Zamboni. Je ne sais pas si tu te souviens, mais le Lowe's avait eu la bonne idée de nous prêter le garage au sous-sol, parce qu'il faut que ça soit au chaud, la fameuse Zamboni. Puis quand on était venu pour la rentrée, ça rentrait, mais pas de chauffeur. Donc, il fallait trouver une autre solution.
Là, on était parti avec notre tape. Je me souviens, on avait parti avec notre tape à mesurer. On s'était promené partout dans les rues autour du Los, dans les maisons résidentielles pour trouver un garage pour mettre la maudite Zapponi. On avait trouvé une auberge. Je sais pas si tu te souviens, l'auberge avec... Écoute, c'était plein au bouchon là-dedans. Fait que tu t'étais tapé ça de vider le garage. C'est ça. Ils ont dit, c'est pas un problème, on va t'organiser ça. Mais moi, j'avais le privilège de travailler dans une école qui me permettait d'aller faire du rangement là. Fait qu'avec ma fille puis son chum, un samedi, on a vidé ça. Puis là, je me rappelle, M. Saint-Pierre, le directeur, dit « Qu'est-ce que vous faites là? Ça marchera jamais, votre patinoire. » Mais on a réussi. Au pentathlon, Jean-Charles, des passerelles, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, ne serait-ce que pour éviter les croisements ou permettre aux spectateurs d'accéder aux différents sites du parcours. Mais dans la nuit, dans une certaine nuit, en 2010, il est arrivé de quoi de spécial? Oui, c'est sûr qu'il y a eu des vents records. Là, ça a dépassé les 160 km/h. Nous, on était certifiés autour de 140. Et puis, on a entendu un boom à un moment donné. Puis moi je me rappelle, on dormait au Concorde. On se lève, ma femme a dit « Regarde, la passerelle est tombée. » Oui, ça, c'était la principale. C'était 80 pieds de long. C'était quelque chose. C'était vraiment impressionnant. C'était quelque chose de spectaculaire là, qui permettait d'être au-dessus de la glace, puis d'avoir accès au chapiteau, puis d'avoir une vue d'ensemble aussi sur le site. C'était magnifique, mais là, on a perdu un élément important cette journée-là. Puis on avait tas de ferraille qui s'est retrouvé. On a tout démantibulé ça, assis à faire. Puis le lendemain matin, le pentathlon était reparti. Écoute, la fameuse zone de transition, Jean-Charles, hein, c'était la grande saucisse que j'appelais la longue. Dégager le corridor central, c'était long, mais c'était pas large. Là. Non, c'était pas très large. Maintenant, ça l'est un peu plus, mais aussi, les gens n'étaient pas habitués. C'était leur première épreuve comme ça. Si vous venez comme l'an prochain, vous allez voir que ça se déroule bien. Mais les gens n'étaient pas très disciplinés, puis il fallait rappeler à l'ordre souvent pour qu'ils libèrent, pour que les participants puissent passer. Parlant de la transition, Jean-Charles, tu sais, le scolaire, on a toujours eu des choses exceptionnelles. Je vais toujours me souvenir de l'année, il y a un gamin, il décolle, je ne sais pas si pas de Ritalin ou trop de Ritalin, je ne sais pas, bien, il décolle, il se trompe de corridor, saute dans l'autre corridor, puis 50 mètres plus loin, ressaute de l'autre côté dans l'autre corridor. Écoute, il aurait pu se casser le cou les deux fois. Je ne sais pas s'il se reconnaît, mais s'il se reconnaît, appelez-nous, s'il vous plaît. On aimerait ça te reconnaître. Je me souviens toujours, encore une fois, Jean-Charles, à l'époque, le départ à la Grande Allée, c'était grandiose. Bien, c'était incroyable. C'est un départ lent. En fait, tout le monde part d'une ligne, va chercher son vélo. Je pense pas qu'il y ait aucun athlète qui ait vécu ça ailleurs, quasiment en tout cas au Québec. Ensuite, il se dirigeait vers la Croix du Sacrifice, qui est un virage. Il fallait qu'il ralentisse. C'était un virage dangereux quand même. Ouais. Puis ensuite, s'engager vers le Cap Diamant. Encore là, la chaussée n'est pas très large. Il fallait qu'il monte, il fallait qu'il redescende par là. Mais en même temps, il y avait un point de vue sur le fleuve vraiment incroyable. Ça valait le coup. Ah ouais. C'était magnifique. Et puis, il y avait, comme en 2008, un mur de neige où il y avait l'impression d'être dans un tunnel de neige. Là, on a eu ça donnait des images incroyables. Les plaines d'Abraham aussi, Jean-Charles, ont marqué le début. C'est nos fameux Gaulois, à l'époque, qui venaient toujours déguisés, qui nous avaient, finalement, à cause d'eux autres, on a lancé la question de la convivialité, après ça qu'on a vu au corporatif. Mais nos fameux Gaulois, on s'en souvient encore. Oui, aussi, il y avait aussi l'animateur des plaines, Amédée. Amédée, lui, qui mettait de la couleur. Même les gars, la première ou la deuxième année, l'ont fait presque en costume d'époque. Marc, qui faisait le ski de fond, l'a fait avec des skis de bois. L'autre avec un vieux vélo, etc. Ça donnait le ton pour que les gens trouvent une manière originale de venir au pentathlon puis de se déguiser. Puis aujourd'hui, c'est devenu un des volets les plus importants de la convivialité. Puis ça, c'est là pour rester parce que vraiment, c'est dans l'esprit du pentathlon. Bonjour tout le monde, bienvenue au Québec ITU, triathlon d'hiver. On a un peloton extrêmement relevé aujourd'hui. I'm from Czech Republic. Slovakia. I am from Concord, New Hampshire, in the U.S. I am from Russia. The United States. Je viens de la France.
2005, Jean-Charles, tu as inventé le pentathlon. Écoute, c'est un bel héritage. Et puis en 2014, on est revenu à la charge, le groupe pentathlon. Puis là, on a inventé un autre sport qu'on avait sur les plans depuis un bon bout de temps, parce qu'on avait besoin d'une patinoire artificielle. La ville voulait avoir une Coupe du monde de triathlon à Québec. On l'a fait. Et c'était enfin la patinoire artificielle. C'est le grand héritage du pentathlon. Messieurs, vos 2 cafés sont prêts. Wow. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Tout d'abord, Jean-Charles et François, on est vraiment contents de vous accueillir à la succursale de l'île d'Orléans. C'est un plaisir de pouvoir participer avec vous dans cette édition du Pentathlon 2021 qui s'en vient. Donc, pour nous, c'était juste une suite logique de pouvoir participer et de créer un partenariat comme ça. Jérôme, le propriétaire de la Maison Smith, qui est un grand adepte de vélo de montagne et de vélo de route aussi, avait depuis longtemps l'idée de pouvoir faire un partenariat aussi fort avec vous. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir travailler en collaboration cette année pour cette édition. Donc, rapidement, la Maison Smith a été fondée en 2013 par Jérôme Turgeon et sa femme. La première succursale a été ouverte sur la place Royale dans le Vieux-Québec. Et en l'espace de 6 ans, quasiment 7 ans, on a ouvert pratiquement une succursale par 2 ans, pardon, ce qui nous a permis d'avoir une belle croissance et maintenant même d'avoir un centre de torréfaction qui nous permet de pouvoir faire du café fait maison par le maître torréfacteur et toute l'équipe de torréfaction. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a le vent dans les voiles, puis on est plus qu'heureux de pouvoir faire partie de la communauté du café de la Ville de Québec. Donc, petite nouveauté pour 2021 qui s'en vient. Au printemps, on va avoir une nouvelle succursale dans Sillery qui va ouvrir, en plus des 3 succursales dans le Vieux-Québec, sur Saint-Jean, sur la rue des Jardins, sur les Moilous et sur Belvédère maintenant. Donc, c'est un très, très beau projet qui va naître sous peu. Et on a un nouveau centre de torréfaction aussi qui va nous permettre de pouvoir augmenter la capacité de production puis de servir la clientèle avec des produits de qualité et nous positionner comme un acteur majeur dans la Ville de Québec. Le café que vous êtes en train de boire présentement, c'est notre fameux mélange traditionnel, le 1653. Donc, le 1653, c'est un assemblage de 3 origines. Donc, le Salvador, un petit peu d'Indonésie et principalement du Costa Rica. Donc, le Costa Rica qu'on est d'ailleurs allé visiter directement chez les producteurs pour aller chercher du café. C'est vraiment c'est une technique qu'on essaie de mettre en place au fil du temps, de créer des liens plus forts avec les producteurs pour être capable d'avoir accès à des lots de café qui sont pratiquement uniques pour notre café. Donc, c'est un café avec des notes de chocolat principalement, un petit peu de fruits, torréfaction assez foncée qui permet d'avoir une belle rondeur en bouche. C'est vraiment notre mélange coup de cœur qui sort beaucoup, puis on est vraiment fiers de pouvoir l'avoir sorti depuis les dernières années. Il est très bon. Merci beaucoup. Excellent. Merci. 2015, Jean-Charles, déménagement en face du Musée national des beaux-arts, nouvelle infrastructure, nouvelle patinoire. Absolument. La Ville a décidé de faire une infrastructure permanente, autant pour les touristes qui viennent de Québec et aussi pour la population. Ça a été un plus là, sur toute la ligne. Ben, c'est dans le fond, la patinoire que tu faisais manuellement avec ta gang de chums jour et nuit à l'époque, qui est devenue maintenant un héritage, une infrastructure touristique permanent à tous les hivers à Québec. Donc, c'est vraiment un bel héritage. Et puis, pour l'organisation, que je mène depuis en tant que directeur général, c'était vraiment l'occasion où est-ce qu'on a pris l'organisation, la structure, puis on l'a amené à un autre niveau, nouvelle passerelle, nouvelle transition, nouveau parcours, où est-ce que là, vraiment, on est passé vraiment à un autre niveau. Oui, absolument. Au niveau de la sécurité, course à pied, vélo, grosse amélioration. Plus d'espace aussi pour la zone de transition. Vraiment un plus, le déménagement là, en face du Musée des Beaux-Arts. Maintenant, moi, je me suis retiré à mon âge vénérable. Il commence le temps que je sois dans mes pantoufles. Je suis au CA uniquement, puis on donne un coup de main à l'occasion. Mais c'est tellement beau de voir aller ça. Toi, comment tu vois l'avenir, François? Bien, écoute, on l'a vécu 2020, le dernier présentiel, qu'on peut amener 6156 participants. Au 15e, on a fait un concert avec les Lost Fingers. Et là, le maire nous demande pour le futur de pimper le pentathlon, pour emprunter l'expression du maire. Fait que, il y a beaucoup sur la table. C'est sûr qu'on voit le pentathlon grandir encore. On pense qu'il y a encore beaucoup de place. On pense que le pentathlon va probablement se diversifier. On a aimé l'expérience concert. Il y a plein de trucs qu'on peut organiser autour du pentathlon. Et il y a beaucoup de projets sur la table. Fait que ça promet pour l'avenir. En tout cas, on a hâte. Et puis, je pense que le pentathlon est là pour durer. On est prêt à amener ça à un autre niveau.
C'est sûr que le passé garant de l'avenir. Je suis persuadé que avec tes idées et ton équipe, ça va être encore merveilleux. Là-dessus, Jean-Charles, notre fondateur, ben merci. Et Merci puis, merci à la Maison Smith. Merci les gens de l'SF Merci. de nous accueillir ce matin. Puis on vous souhaite un bon pentathlon des neiges en mode virtuel qui est présenté par l'Anglois Avocat. Merci. À bientôt.